Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette table ronde. On est en direct du Omix Day au campus Triolet à l'amphithéâtre du Montet. On est également diffusé sur les ondes de Radio Campus Montpellier sur le 102.2 FM en direct. C'est la 11e édition des Montpellier Omix Day, cet événement qui a la particularité d'être organisé par les étudiants du master bioinformatique et les étudiants du parcours statistique et sciences des données de la faculté des sciences de l'université de Montpellier. Et tout de suite, on vous propose donc une table ronde dans laquelle nous allons entendre 3 intervenants discuter de l'importance du relais d'informations scientifiques dans la lutte en faveur de l'environnement. Alors au micro, nous retrouverons Anaïs Moressa de l'association Instant Science, Renaud Soro du service culture scientifique de l'université de Montpellier et John Bandelier de l'association Kimio. Donc sans plus attendre, cette table ronde sera animée par les étudiants en M2 Bioinfo qui vont donc animer cette heure jusqu'à 15h30 avec Flavie Bénard et Louison Silly. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, donc merci d'être présents pour cette table ronde. Et merci aux intervenants de venir participer à cette table ronde. Je vais d'ailleurs vous laisser vous présenter un petit peu plus en détail pour commencer. Donc je m'appelle John Mandelier, je suis directeur d'une association qui s'appelle Kimio, donc une association de médiation scientifique. On verra, on a des petites questions sur justement qu'est-ce que la médiation scientifique, quelles sont les approches et les approches complémentaires, et je pense qu'on aura vraiment l'occasion d'en discuter à ce moment-là. Donc Anaïs Moressa, je suis chargée de médiation scientifique à Instant Science, donc qui développe aussi des projets de médiation scientifique, comme John. On travaille beaucoup, notamment avec John et avec Renaud. Donc on pourra du coup discuter des projets concrètement qu'on mène, et notamment sur la thématique de l'environnement. Et donc je laisse Renaud se présenter. Bonjour, donc moi c'est Renaud, je travaille au service de culture scientifique de l'université de Montpellier, donc à l'Institut botanique à côté du Jardin des Plantes. Et moi, mon travail, c'est chargé de projet en médiation scientifique, c'est-à-dire que le plus gros de mon travail, c'est de monter des projets. Et après, à côté de ça, je fais aussi de la médiation puisqu'il faut animer ces projets. Donc moi, mon rôle, c'est de déployer la culture scientifique à l'échelle de la région, du moins du côté est de la région, avec les universités de Nîmes, de Perpignan, l'université de Paul Valéry, et puis évidemment l'université de Montpellier. Très bien, donc on va commencer cette table ronde. J'ai une première question. C'est que moi, quand je vous ai contacté, j'ai parlé de médiation scientifique, mais aussi de vulgarisation scientifique à John. Et du coup, j'aimerais bien savoir la différence entre la médiation scientifique et concrètement, qu'est-ce que la médiation scientifique, selon vous et votre expérience ? Ça, c'est une grande question. On va voir si on est d'accord sur la définition. Je pense qu'on va pas être d'accord, parce que c'est vrai que c'est vraiment des termes aussi qui arrivent au fur et à mesure. Donc c'est vrai qu'on utilise le terme de vulgarisation, qui était un terme assez ancien, on va dire. Maintenant, on utilise plutôt le terme de médiation. Pourquoi ? Parce que la vulgarisation avait un côté descendant, d'expliquer les choses, donc d'aller dans l'explication. Et vous savez que le monde bouge et on est de plus en plus dans des dialogues science-société, et la médiation permet vraiment de créer un échange entre le public et les chercheurs, et de dire que c'est vrai que le chercheur va apporter, ou le médiateur va apporter des informations, mais il va se nourrir également de ce que va apporter le public à ce moment-là. Donc c'est pour ça que le terme de médiation est important. La même chose que la médiation sociale, donc quand on a un petit conflit, donc là on n'est pas en termes de conflit, mais on a un médiateur qui va faire le lien, ou la médiation culturelle, ou quand vous allez dans un musée, on n'utilisait pas le terme d'animateur, on n'utilisait pas le terme de vulgarisateur, on utilisait le terme de médiateur, et c'est vrai que la médiation, c'est pas une définition claire, précise, mais en tout cas ça donne un contexte. On est complètement d'accord avec ça. Moi, en tout cas, je suis complètement d'accord avec cette définition. Et c'est vrai qu'en tant que médiateur, on va du coup faire en sorte de mettre les sciences au cœur de la société et montrer à quel point en fait les sciences sont importantes dans notre société et répondent à énormément d'enjeux de société en fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas forcément compte, et on s'est quand même rendu compte au moment de la crise de la Covid-19 que les sciences étaient quand même très importantes. Et voilà, et le rôle du médiateur, justement, c'est de faire en compte de ça et de donner les outils et de donner envie aussi de s'intéresser à ces questions-là qui sont très importantes pour notre société. Et juste pour compléter, quand on parle de science, il faut entendre science au sens large, c'est-à-dire que c'est pas que les sciences dures comme les mathématiques ou la physique, c'est aussi les sciences humaines, les sciences sociales, donc on peut très bien parler d'histoire, on peut parler de langue. Enfin, il faut vraiment voir le science avec un grand S majuscule.
Et peut-être même pour rebondir aussi, c'est science et recherche, parce que c'est vrai que justement ce que disait Anaïs, avec la pandémie, on a vu ces difficultés-là, de voir on a différents temps d'échange. C'est vrai qu'on a beaucoup médiatisé la recherche qui était en train de se faire, et la recherche, c'est pas sur la même échelle de temps que les sciences, où il y a un consensus, où on se met d'accord et qu'on valide les choses. La recherche, c'est justement le débat qui va faire avancer la connaissance. Et ce qui s'est passé là, c'est qu'on a mélangé les sciences et la recherche, et c'est ça qui a posé un petit malaise par rapport à toutes ces questions-là. Donc du coup, pour la médiation, vraiment, on peut peut-être garder cette idée de lien entre différentes personnes, différents acteurs et même différents domaines qui peut aussi être intéressant. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que les sciences informatiques, mathématiques, tout ça, il y a beaucoup. Sciences humaines, c'est très important aussi. Et sinon, pour revenir dans cette idée de lien et de différents acteurs, je sais que vous faites partie du réseau Sciences en Occitanie. Donc si vous voulez aussi nous le présenter en quelques mots. Donc du coup, je vais le présenter avec John, qui fait partie aussi de ce réseau. Donc on est des acteurs de la médiation scientifique, et en Occitanie du coup il y a des acteurs divers et variés, et ce réseau permet justement de fédérer tous ces acteurs en fait en Occitanie. Et quand je parle d'acteurs de la culture scientifique, ça peut être du coup des associations comme John et moi, ça peut être aussi du coup les universités, les instituts de recherche, souvent des chargés de médiation scientifique ou des chargés de communication vont faire le lien. Ça peut être du coup des chercheurs directement qui sont vraiment impliqués dans les questions de médiation, des enseignants, des médiathécaires. Voilà, c'est vraiment toute personne, toute structure qui développe des projets culturels autour des sciences et qui souhaite vraiment faire de la médiation scientifique. Et donc nous, ce réseau à la base, c'est un réseau créé par la région Occitanie. Et la région Occitanie, en fait, s'appuie sur un consortium d'associations, donc plusieurs associations, dont, du coup, Kimio et Instant Science, pour animer ce réseau, pour concrètement proposer des choses, en fait, du coup, aux acteurs, pour qu'ils puissent se fédérer et qu'ils puissent développer des projets autour de la culture scientifique. Et donc, on propose plein de choses. Tu peux peut-être donner des exemples de ce qu'on fait concrètement. Et même pour compléter, c'est que si on parle d'Occitanie, parce que c'est notre région, premièrement, mais aussi c'est que la compétence de la culture scientifique n'est plus maintenant de l'État, c'est une compétence qui est donnée à la région. Donc c'est pour ça que l'intérêt de cette structuration de ce réseau-là est important. Et la région Occitanie est une des régions très motrices, justement, sur la culture scientifique. Donc il faut le dire, grâce aussi à ce réseau qui permet de fédérer. C'est pour ça que là, on se connaît tous, on travaille sur plein de projets, on pourra peut-être en aborder, mais parce qu'on se réunit régulièrement pour monter des projets ensemble et d'avoir une transversalité de thématiques et d'approches complémentaires. Et un des exemples qui pour moi est assez fédérateur, c'est la plateforme Ecoscience, donc qui est une plateforme internet qui permet justement de mettre des événements, de mettre aussi des ressources, de mettre plein d'informations donc pour le public. Donc faut savoir, donc c'est à destination du grand public. Il y a aussi une communauté qui est destinée aux professionnels de la médiation scientifique où là on va retrouver les réunions, les informations. La plateforme Ecoscience, il y en a une régionale, mais c'est vrai que c'est un rassemblement de plusieurs sites qu'on a au niveau national. Juste peut-être, qui parmi vous a déjà été sur cette plateforme Ecoscience où on a entendu parler? Juste pour voir. Ah. Bon, voilà. Donc personne. C'est ça. Ça reste une minorité. Et effectivement, il faut qu'on communique, qu'on diffuse un petit peu les informations et le fait que cette plateforme existe parce qu'elle est mise en place. Il y a toutes les structures qui participent dessus, mais finalement, on est encore sur de l'entre-soi quasiment. Donc nous, on y va parce que on poste dessus et on consulte ce que les autres postent. Mais ce que vous pouvez retrouver dessus, sur la page d'accueil, c'est l'agenda en fait de la culture scientifique sur le territoire, avec les lieux où se trouvent les différentes manifestations. Et donc ça peut être vraiment intéressant parce que très souvent les manifestations sont gratuites. Donc si par exemple demain je veux aller à Perpignan, je peux me connecter sur cette plateforme-là et voir qu'à Perpignan, le muséum organise une visite des collections et je peux aller faire cette visite-là plus facilement. Du coup, j'ai sorti des petits marque-pages en fait. Donc si jamais
on pourra les mettre par là-bas. Vous pourrez du coup en prendre pour du coup vous souvenir de cette plateforme et y aller faire un petit tour sur Écosciences. Et il passe pas inaperçu. Et après, c'est vrai qu'on fait plein d'autres actions. On va pas rentrer dans les détails, mais on organise des choses, des forums pour les professionnels pour qu'ils puissent se rencontrer, discuter et présenter leurs projets. On a aussi des choses en ligne qu'on propose, des guides pour savoir comment s'investir dans la culture scientifique quand on connaît pas trop le monde. Voilà, on fait vraiment plein de choses pour développer la culture scientifique. C'est vrai que la région, du coup, soutient énormément et soutient financièrement aussi, ce qui est important. Merci pour cette présentation du réseau. Et du coup, le sujet étant la médiation scientifique pour la lutte pour l'environnement, on va arriver au cœur du sujet. Et du coup, je vais vous demander en fait comment on peut intéresser tout type de public à ces problématiques-là. Et du coup, quelles actions peuvent être mises en place pour justement intéresser tout type de public, si vous avez des exemples. Bon, je vais peut-être démarrer, je vous laisserai la parole après. Déjà, en fait, il y a quelque chose qui est fondamental quand on parle de médiation, c'est que quand on dit tout public, en fait, on s'adresse à quasiment personne. Dans ce tout public, c'est une masse et dedans, il y a plusieurs spécificités. On ne va pas parler de la même façon à un enfant qui a 5 ans qu'à un adulte qui en a 20. Donc vraiment, il faut essayer de définir un peu plus précisément ce qu'on a comme type de public et après, quelles actions on va pouvoir mettre en place. Pour l'environnement, par exemple, nous, à l'université, on a choisi d'aller dans les médiathèques. Donc les médiathèques, c'est quand même du tout public, mais on propose aussi des ateliers qui sont plus spécifiques à un type de public à l'intérieur. Donc nous, on a choisi dans les médiathèques de faire une exposition qui s'appelle Littérature. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Donc Littérature, ça permet de faire une chasse aux livres dans la médiathèque, de demander aux participants d'aller récupérer des espèces dans les livres jeunesse et après d'alimenter une base de données à l'intérieur pour qu'on puisse essayer de refaire l'arbre du vivant, mais avec des illustrations qu'on trouve dans les livres jeunesse. Donc ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Les enfants se prêtent vraiment au jeu, surtout que comme c'est une exposition, il y a des choses à voir, donc ils ne vont pas que chercher dans des livres, il y a des panneaux explicatifs, il y a des objets de collection scientifique à observer, à voir, possiblement à toucher, et puis des rencontres aussi avec des scientifiques ou des animateurs du service. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire et vous présenter une action phare un petit peu qu'on mène à l'université. Du coup, je vais rebondir et je te laisserai la parole après. Du coup, oui, c'est clair que du coup, faut vraiment faire attention au public qu'on vise à la base. Et on peut aussi se poser la question comment sensibiliser les personnes qui ne sont pas forcément intéressées par justement les questions d'environnement, parce que c'est l'objectif aussi derrière de sensibiliser les gens et qu'ils puissent du coup se rendre compte de l'urgence et aussi de leurs moyens d'action. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs leviers possibles pour justement toucher un public qui n'est pas forcément intéressé par l'environnement à la base. Donc c'est d'aller dans des lieux particuliers, du coup par exemple dans la rue, dans des choses un peu, ou dans des festivals, par exemple un festival de musique, des choses qui ne sont pas forcément évidentes mais où il y a un public spécifique et qu'on peut du coup toucher à ce moment-là. Ça peut être aussi s'associer avec des partenaires particuliers qui touchent déjà un public particulier. Les médiathèques. Le scolaire, c'est vraiment l'endroit par excellence où on va toucher vraiment plein de personnes très différentes et qui viennent de milieux très très différents et qui ont du coup une sensibilité différente par rapport à ces questions-là. Et après, ça peut aussi passer par l'accroche, le format. C'est avec nous de notre côté. Je vais aussi vous donner des exemples de projets qu'on développe parce que concrètement c'est plus simple quand on imagine les choses concrètement. Donc nous de notre côté on agit un peu sur tous ces leviers et on a développé depuis quelques années tout un projet autour de la culture populaire. Donc quand on parle de culture populaire, c'est films, séries et jeux vidéo. Et donc on va passer par ce biais-là pour toucher les gens. Et on va, de manière générale, c'est avec nous dans notre asso, on touche vraiment toutes les sciences diverses et variées et on va avoir des projets spécifiques sur l'environnement
Et après, de manière générale, sur tous nos projets, on va forcément avoir une dimension environnement. Et sur ce projet-là, on va, donc du coup, par rapport au sujet, ça va dépendre, par rapport à l'œuvre en question qu'on veut décrypter, on va du coup toucher au sujet de l'environnement. John a notamment organisé des choses, des événements dans ce cadre de ce projet. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On organise des soirées dans des bars, ou dans des médiathèques, on organise des événements où du coup on fait rencontrer le public et des experts qui décryptent en fait séries, films et jeux vidéo. Et par exemple, on avait traité Game of Thrones et on avait invité des chercheurs qui ont décrypté en fait le climat dans Game of Thrones, les hivers longs, les étés longs, et qui ont mis en avant les outils utilisés par les climatologues pour du coup décrire et comprendre en fait le climat d'aujourd'hui de la Terre, mais ils l'ont utilisé. En fait, c'est des chercheurs anglais qui se sont amusés à comprendre ce climat avec les outils, nos outils, le climat de Game of Thrones, et ça permet en fait de parler de climat, mais à travers Game of Thrones. Donc c'est intéressant. Donc on va toucher en fait les fans de Game of Thrones et finalement ils vont entendre parler de climat. Après, on a un compte Instagram aussi. Donc l'idée c'est d'aller sur les réseaux sociaux parce que justement c'est un lieu virtuel où il y a pas mal de monde qui peut du coup être attentif à ce qu'on peut du coup leur apporter, attentif à certains contenus notamment sur l'environnement. Donc on a un compte Instagram qui réunit 21 000 abonnés pour le moment. Instant Culte, et ce compte Instagram nous permet de toucher vraiment un large public. On veut aussi ouvrir un compte TikTok dans pas longtemps, et c'est vraiment, les réseaux sociaux sont hyper intéressants pour toucher un public de tout milieu confondu, et selon après leurs intérêts, selon l'algorithme. mais bon, c'est un moyen vraiment intéressant, et là aussi on va potentiellement parler de sujets d'environnement, et on a aussi une chaîne Twitch. Et dernier, et après je te laisse la parole, je monopolise un petit peu. On a aussi un projet scolaire, parce que comme je disais, les scolaires c'est vraiment intéressant pour ça aussi, pour toucher un large public. Et on a imaginé tout un projet autour des super-héros. Donc en fait on propose, donc ça c'est du côté de Toulouse parce que mon association je ne l'ai pas précisé, et du coup une association régionale, et on est à du coup Toulouse, Montpellier, Fleurance dans le Gers et Tarbes. Et donc du côté de Toulouse, on a mené un projet avec des médiathèques autour des super-héros, et on proposait 6 séances pour une même classe, pour plusieurs classes, autour des super-héros. Et l'idée, c'était d'imaginer son super-héros ou sa super-héroïne qui serait capable du coup de combattre, d'imaginer des solutions, plutôt pas combattre, d'imaginer des solutions face à des catastrophes dues au changement climatique. Et les élèves, du coup, se sont pris au jeu, ont adoré aller dans l'univers des super-héros. Et sur les 270 élèves qu'on a touchés, il y en a 63% qui nous ont répondu via un questionnaire qu'ils étaient plus intéressés par les questions d'environnement après, nos 6 séances d'animation. Donc ça, du coup, c'était hyper intéressant d'avoir ce chiffre-là. Après, est-ce qu'ils l'ont dit pour faire bien dans le questionnaire ? Je ne sais pas. Mais c'est quand même significatif que 63% aient eu cette réponse-là. Peut-être pour compléter et donc donner aussi d'autres exemples. Et comme vous voyez bien, donc, dans les exemples qui sont donnés, ça revient un peu à la définition de la médiation scientifique, c'est-à-dire de contextualiser une problématique. C'est vrai qu'on n'y va pas frontalement, on ne va pas avec un sujet de recherche qu'on va mettre en avant en disant voilà, c'est ça qu'on a envie de faire passer. C'est plutôt essayer de se poser la question de quel est notre questionnement de société, où est la problématique. Là, on parle de l'environnement, mais c'est vrai que les sciences peuvent aller sur plein de thématiques différentes. Et on va essayer de le contextualiser, essayer de répondre aux questionnements que peuvent avoir le public par rapport à ça. Donc c'est d'aller vers le public qui ne viendrait pas forcément aux sciences dans un premier temps. Donc nous on a un autre projet qui s'appelle les sciences du terroir, que Radio Campus connaît bien parce qu'ils ont une petite émission qui s'appelle une émission qui s'appelle In Situ, donc justement pour aller sur les territoires et de se poser des questions autour des sciences. Et donc nous on a choisi d'aller faire des animations autour du vin. Donc
un peu d'alcool, ça fait pas de mal, avec modération bien entendu. Non, l'objectif était vraiment de se dire, nous sommes sur un territoire où on a beaucoup de touristes qui viendraient pas vers les sciences dans un premier temps, justement. Donc ils viendraient pas vers les sciences, mais c'est vrai qu'on a aussi tout un tourisme qui est l'œnotourisme qui se met en place, et les professionnels justement du vin n'ont pas forcément des outils pour expliquer leur métier, d'expliquer ce qui se passe. Et c'est vrai que moi, quand j'allais visiter par exemple des caves, il y avait quelque chose qui me gênait. Ça passait du jus de raisin au vin, comme par magie. On nous expliquait pas ce qui se passait, et je trouvais ça dommage de pas pouvoir avoir une explication un peu plus concrète. Et c'est de là que ce projet est né, en se disant comment on peut justement mettre des expériences en place avec le public pour comprendre tous les enjeux aussi qu'il y a dans une cave, la découverte de ce métier, de voir que vigneron, si on vous dit que c'est un métier scientifique, la première chose on dit non, pas forcément. Et c'est vrai que après ces animations là, on voit que le public se dise voilà, c'est vrai qu'il faut des connaissances, il y a plein de bras de levier pour pouvoir faire du vin, c'est de la technicité, donc c'est aussi de montrer cette technicité. On l'a fait aussi sur toujours autour du vin, mais autour de la géologie, par exemple, de faire une balade géologique. C'est pas forcément les choses qui peuvent plaire à tout le monde, mais c'est vrai qu'avec une approche en le contextualisant par rapport à notre vécu, à nos questionnements, on voit que le public est beaucoup plus intéressé. Et donc les sciences du terroir, justement, c'est ça, c'est d'approcher un territoire, donc que ce soit notre propre territoire. Donc c'est un peu les émissions in situ, c'est un peu ça, c'est de se tourner vers nos territoires, de dire tiens, ça c'est un endroit où j'ai l'habitude d'aller. Mais j'essaie de le changer de regard avec un scientifique qui décrit ce qu'il y a, donc que ce soit le côté géologique, si on va au cirque de Mourez, ou un barrage, donc justement dans les Pyrénées-Orientales, de se dire tiens, il y a un barrage ici, comment ça fonctionne, et d'avoir cette approche scientifique de façon différente. Et nous on fait des pêches à pied, découverte de la biologie marine et plein d'autres thématiques autour de ça. Et donc c'est ce qu'on a appelé nous les sciences du terroir, en disant qu'on a un terroir et autour de nous les sciences nous entourent. Pour compléter un petit peu tout ce qui a été dit, on vous a parlé de lieux, on vous a parlé de projets que l'on déploie nous au niveau de nos structures, mais il faut se dire aussi qu'il y a des laboratoires de recherche qui déploient aussi des actions de médiation, et notamment pour collecter des données, tout ce qu'on appelle sciences participatives en règle générale, où on demande finalement au public aussi de participer à la recherche, d'être acteur dans la recherche, et de collecter des données pour que d'une part le chercheur lui puisse avoir beaucoup plus de données dans son jeu, et d'autre part sensibiliser le public à ces thématiques-là. Donc là pour l'environnement, moi je pense notamment à l'Observatoire des saisons qui est un gros relais de sciences participatives. Le public est très actif, il y en a un qui va s'ouvrir en plus, je crois dans pas longtemps, ou qui s'est ouvert en Occitanie, pas très loin d'ici à Montpellier. Donc vraiment, je trouve que les sciences participatives sont un bon point pour sensibiliser à la fois le public, mais aussi le rendre acteur de la recherche pour qu'il comprenne un petit peu comment la recherche fonctionne et qu'est-ce qu'on peut en comprendre aussi avec les données qu'on collecte. Peut-être pour compléter, ce qui est important aussi, si vous lancez dans les sciences participatives, comme vous êtes aussi un public présent aussi et que vous avez besoin de beaucoup de données, d'après ce que j'ai bien compris dans les thématiques que vous abordez. Donc c'est vrai que les sciences participatives permettent d'avoir cette approche-là. Ce qui est vraiment important, c'est quand on développe un programme de sciences participatives, c'est de voir comment on fait un retour auprès du public qui ont fait venir les données. C'est-à-dire que des fois, il y a certains programmes où le public va suivre un protocole, va donner les informations, et comme on a bien dit, le temps de la recherche n'est pas le même temps qu'on a l'habitude d'avoir, c'est qu'on n'a pas ce retour-là. Et donc, en tout cas, dans ces programmes-là, ce qui est vraiment important, c'est aussi de dire, pour faire vraiment de la médiation, c'est de voir comment on redonne les informations, comment on arrive à nos conclusions ou les non-conclusions qu'on a eues. C'est ça, il y a beaucoup de tiers-lieux aussi qui existent sur le territoire, dans lesquels ils discutent régulièrement des données, ils critiquent aussi, ils sont là pour discuter les résultats, et c'est vraiment cette idée-là d'impliquer le public dans la recherche. D'impliquer et du coup de l'engager, et notamment quand c'est des questions environnementales, du coup sur l'Observatoire des saisons, où c'est suivre un petit peu les conséquences du changement climatique sur les saisons et sur la flore, comment elle se comporte par rapport à ça.
Donc parce qu'on en a parlé justement tout à l'heure, donc je te donne le lien de ok, faire des projets et tout pour sensibiliser, c'est très important et on essaie de le faire de notre côté, mais après comment arriver aussi à faire levier pour engager le public et pas seulement le sensibiliser. Il y a plein de gens sensibilisés qui ne changent pas forcément leur comportement, mais qui savent très bien ce qui se passe, etc. Et donc du coup, on en parlait justement je te laisse... Oui, en tout cas, nous, dans l'association, c'est vraiment une question qu'on a, parce que de plus en plus, on voit, quand on fait nos animations, qu'on a des retours, parce qu'on fait des évaluations avec le public de qu'est-ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qui était important pour eux. Et comme on disait, nous, c'est pas la connaissance qui nous intéresse. Donc justement, dans notre façon de faire, on ne va pas valider s'ils ont retenu telle ou telle connaissance, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'ils en font et quelle évolution ils vont avoir par rapport à ça, et notamment le changement de pratique, comme tu disais. Et on voit que c'est très compliqué de changer les pratiques. Donc on le voit bien, je pense que vous aussi, vous êtes informés de plein de choses, mais c'est pas pour ça qu'on va changer les pratiques. Et la médiation, c'est aussi ça, c'est de savoir quel outil on peut amener pour qu'on puisse avancer. Et le problème, c'est qu'on est un peu, je dirais, à contre-courant, parce que c'est que de se faire poser des questions, qu'on parle d'environnement ou de choses comme ça, c'est pas forcément le développement actuel qu'on a. C'est que maintenant on parle de sobriété, par exemple sur l'environnement, mais jusqu'à quelques mois, c'était presque tabou d'utiliser le terme de sobriété. Donc c'est aussi tout ça qui est important, de contextualiser aussi l'approche de médiation, l'approche culturelle scientifique dans un champ politique au sens noble de la politique, de la vie de la cité, et de voir comment on le positionne. Oui, c'est vrai, j'aimerais rebondir là-dessus. C'était d'ailleurs la prochaine question. On a l'impression que maintenant le public est à peu près au courant des enjeux environnementaux et des problématiques qui en découlent. Mais ce qui a l'air d'être une des nouvelles difficultés de la médiation scientifique, c'est vraiment réussir à faire prendre conscience aux citoyens et au public qu'il faut faire des changements dans sa vie. Et on a pu voir durant la pandémie que quand on lui demandait de faire quelques ajustements pour limiter justement cette pandémie, ça pouvait être un petit peu compliqué sur certains points. Du coup, quelles sont les techniques pour réussir à faire changer les modes de vie des citoyens qui commencent au moins à y réfléchir un petit peu? La question serait, est-ce que c'est vraiment de la médiation scientifique là? Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que c'est le rôle de la médiation scientifique en fait d'aller jusque-là? Personnellement, je pense que ça fait partie du processus. Une fois qu'on a expliqué à la personne que il faut changer son comportement, que sa vie de tous les jours, il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas continuer à faire, c'est au moins lui amener sur des pistes de changement et l'aider, ne serait-ce qu'à réfléchir à lui, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour changer ça. Et peut-être, c'est vrai que nous, comme on voit, je dis nous, mais peut-être vous allez me contredire, c'est pas il le faut. Oui. La terminologie il faut changer, on n'utilise pas ce terme-là en médiation. C'est plutôt on part des constats, un peu comme j'allais dire comme vous en sciences. Voilà, il y a le constat, on en arrive là. Si on continue, comme le GIEC le dit bien, si on continue comme ça, on va vers ça. Mais ils disent pas il faut arrêter. Voilà, on a un constat et après on est tous, on a un libre arbitre et notre volonté, c'est vraiment de travailler sur ce libre arbitre-là. Mais je pense qu'on a moins de poids par rapport à nos actions, par rapport à tout ce qui est la télévision, de tout ce qu'on entend globalement, où il y a des enjeux autres qui sont moins mis en valeur. Et c'est là-dessus que c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que cette question-là pose aussi la question du positionnement en fait du médiateur, justement par rapport à ça. On parle beaucoup aussi du positionnement des chercheurs par rapport à leur engagement. Du coup, en général, un chercheur ou un médiateur se pose sur des questions comme ça de manière impartiale, essaye d'être impartial, essaye de mettre en avant tous les points de vue, toutes les choses qui sont qui ont été développées par rapport au sujet de l'environnement, sans forcément prendre parti. Ce qui devient de plus en plus compliqué. Et on se pose aussi tous la question. Moi, en tant que médiatrice, je suis intéressée et engagée par les questions d'environnement. Mais je m'interroge aussi sur mon positionnement et j'essaie justement, en tout cas de mon côté, après on peut avoir des positionnements et des idées différentes par rapport à ça, mais d'être impartial et d'essayer, dans les médiations en tout cas, de donner tous les points de vue.
C'est ça, et pour rebondir un petit peu avec ce que tu dis, Anaïs, le but, enfin moi ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer de développer l'esprit critique de la personne que j'ai en face. Enfin, j'ai fait une formation scientifique, j'ai fait jusqu'au master scientifique. Enfin, voilà, je réfléchis, je me questionne. Quand je vois une information, avant de la prendre pour argent comptant, je la vérifie. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et déjà, si on arrive à faire ça, à essayer d'éveiller les curiosités et de développer un petit peu l'esprit critique du public qui se questionne sur ses propres pratiques, déjà, je pense qu'on aura relevé un grand défi. Mais je pense que c'est pour ça qu'on se pose plein de questions, nous, sur nos pratiques par rapport à ça, parce que je pense qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens n'arrivent pas à la même conclusion que la nôtre par rapport à le « il faut ». Je rebondis un peu ce qu'on disait, c'est qu'on a beau dire, voilà, on arrive sur le même constat, et donc nous, on a une des solutions qu'on a, mais en tant que médiateur scientifique, c'est pas notre rôle de dire c'est cette solution-là, c'est la nôtre personnellement, ou en tout cas avec nos propres convictions, avec en tant que personne, mais de voir que d'autres personnes ne prennent pas le même trajet ou les mêmes conclusions, c'est là où c'est ce qui est compliqué. Et quand je vous disais l'engagement et de dire de changer les pratiques, c'est là où, en tout cas dans notre structure, on se pose beaucoup cette question-là, de dire pourquoi le public ne passe pas le cap, pourquoi il y a certains qui arrivent, pourquoi d'autres ne le font pas, est-ce que c'est pas... Voilà, il y a bien des raisons, et donc d'essayer de comprendre ces raisons-là. Pour vous donner un exemple concret, il y a quelques mois, j'ai animé une animation autour de l'eau et du problème qu'on a autour de l'eau, de la ressource en eau. Donc dans quelques années, finalement, on va avoir des difficultés là-dessus. Et une enfant qui passait a donné une solution, il faut arrêter de boire. Bon, c'est une solution, hein. On avait posé le même constat, elle est arrivée à cette conclusion-là. Bon, après, on discute avec elle sur l'importance de l'eau, pourquoi on boit, etc. Mais elle avait trouvé cette solution-là et elle pensait que c'était la bonne solution. Et c'est là aussi où nous, on est là pour les accompagner dans leurs réflexions et leur donner d'autres pistes. C'est vrai qu'on est vraiment en termes d'accompagnement. Et c'est que s'interroger sur cet engagement, c'est pas de vouloir à tout prix qu'ils s'engagent et de les obliger, c'est plus essayer de penser à nos médiations et comment on peut les faire évoluer pour éventuellement toucher d'autres personnes. Ou qui nous proposent d'autres solutions qu'on n'a pas vues. Justement, c'est quand on disait que le principe de la médiation par rapport à la vulgarisation, c'est de se dire... à un moment, le public a aussi des solutions qu'on ne voit pas, et nombreux de chercheurs, nous on a quelques chercheurs quand même qui nous ont bien dit que le public leur a donné des clés pour faire avancer leurs recherches. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important en tant que chercheur de venir faire de la médiation, même si ça prend du temps, c'est de l'engagement, parce que ça fait aussi avancer les réflexions, parce que ça donne un angle nouveau qu'on n'a pas forcément sur sa paillasse, dans son laboratoire, et c'est ça qui est riche et intéressant, et donc c'est pour ça que le terme de médiation, pour revenir au début, est vraiment important. La vulgarisation, c'est dans un sens, et là, on s'enrichit mutuellement. Et c'est que les sciences participatives sont sur ce point-là, en fait, et permettent du coup au public de s'investir d'autant plus et de ne pas seulement être dans une position de non-sachant qui reçoit du savoir. Et justement, vous aviez parlé d'engagement, qui est vraiment une des problématiques clés de comment on passe justement d'être juste sensibilisé à changer ses pratiques. Et à ce niveau, en tout cas là, personnellement, je pense que justement tout le travail de la médiation, c'est de donner les clés des personnes pour qu'elles arrivent elles-mêmes à la conclusion de oui, là, il y a un souci, il va peut-être falloir changer nos pratiques, parce que on l'entend depuis longtemps, il y a les rapports du GIEC, tout ça, qui nous disent depuis longtemps qu'au niveau climatique, il y a des grands problèmes. Il va falloir... mais en fait, de le recevoir, ça, on a toujours oui, on le sait, mais voilà, on ne se sent pas personnellement impliqué, alors que si on nous donne les clés pour... on a ce constat-là, donc on a fait ce constat et du coup on en tire les conclusions. C'est peut-être plus facile si on a fait ce travail d'abord pour en venir à cette conclusion-là, de ensuite pouvoir faire le dernier pas qui reste, qui est de changer ses pratiques et de...
Moi, je dirais même pas le dernier pas. C'est ce que je pense. L'une des difficultés qu'on a, c'est qu'on parle de transition. On pourrait presque même parler de révolution. C'est que c'est pas un petit pas. Je pense que c'est vraiment un changement radical de pratique. Et c'est ça où c'est compliqué. Ça fait peur, tout simplement. Et donc, on a beau comprendre de tout déstabiliser nos fondamentaux, c'est complexe. Et je pense qu'on en est là. C'est d'essayer en tout cas vis-à-vis de l'environnement, qu'on essaie de se poser des questions. C'est de comment on remet en question tous nos fondamentaux et de prendre le risque de dire que ça soit pire que ce que j'avais jusqu'à présent. Et c'est vrai que je rebondis juste sur le côté donner des clés. Et c'est vrai que nous, on essaye, voilà, les acteurs de la médiation, d'outiller en fait les gens. Et tu parlais d'esprit critique tout à l'heure, et c'est vrai que c'est hyper important. Et on a tous des projets justement qui visent à ça, pas forcément qui sont spécialisés voilà, dans la question de l'environnement, mais qui visent à donner des outils aux gens pour qu'ils puissent développer leur esprit critique, se rendre compte de, voilà, face à une information, qu'est-ce qu'on fait, on vérifie sa source. On n'a pas forcément toujours ces réflexes-là, sauf dans le monde de la recherche, parce que c'est aussi la démarche scientifique finalement est similaire à, voilà, à l'esprit critique de manière générale. Donc via ça, en mettant en avant la démarche scientifique, qu'est-ce que c'est, l'esprit critique, comment on fait face à une information, ça permet du coup aux gens aussi d'y voir un peu plus clair, parce qu'il y a tellement d'informations que c'est important aussi de savoir comment la traiter. Et justement sur cette cet énorme amas d'informations qu'il y a, justement, ça peut être très difficile de faire le tri. Et parmi ces informations, en plus, on se retrouve avec de la désinformation et des fake news, comme on les appelle maintenant. Et est-ce que ça, c'est pas justement aussi un des problèmes est-ce que la médiation a une solution assez aussi vous parliez d'esprit critique, donc j'imagine que c'est de pouvoir est-ce que c'est la solution au problème des informations ou il n'y a pas une solution. Une solution. Et puis aborder comment développer l'esprit critique, il y a 10 000 solutions, en fait 10 000 projets à imaginer pour justement amener vers ça. Imaginer des jeux, des choses, il y a vraiment plein de choses à imaginer, mais il n'y a pas une solution en particulier, et c'est un levier qui permet de voir plus clair, mais il y en a plein d'autres. Et puis de travailler sur un écosystème qui est capable de le faire, parce que c'est que là on a un problème de confiance. Je pense globalement ce qui s'est passé donc avec la pandémie, on prend souvent cet exemple-là parce que c'était un bon champ opératoire, un terrain d'expérimentation pour nous de voir notre travail. Et là on l'a bien vu, mais on a vraiment ce côté confiance aussi de à quel moment on a une source qui est fiable, mais dans quel contexte on est, dans quel écosystème, à qui on peut vraiment faire confiance. Voilà, donc même une source de confiance, elle est on peut y aller jusqu'à quand? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont plus compliquées. De pas dire juste un focus sur une animation, une façon de faire, c'est justement sur une société globale dans laquelle on vit. Et pour compléter un petit peu tout ce qui est dit, il y a une notion aussi d'outil. En général, les fake news, ça part des réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux, ça devient très vite viral. Donc même si nous, on donne une contre-information, une information qui est vérifiée, elle sera moins virale que la fake news. Et donc, à part réussir à bloquer la fake news ou en supprimant le post, enfin, il y a des solutions qui existent, on peut signaler des publications, plein de choses. Mais nous, notre information, elle ira jamais aussi vite que la viralité de la fake news. Et c'est là aussi où on se heurte à un problème, c'est que on peut rien faire contre l'application. C'est comme une rumeur, hein. On dit toujours, mais la rumeur quand elle est partie, elle existe toujours. Et même si on a prouvé le contraire, il y a toujours des gens qui vont dire mais il y a peut-être un peu de vrai. Et dans les fake news, on sait un peu aussi ce côté-là, même si on avait la force comme qu'on n'a pas. Hein. Ça, j'avoue, on a toujours ce côté-là. Ouais, il y a toujours des gens qui disent oui, mais quand même, s'il y a ça, il y a quand même peut-être un peu de vrai. Et donc c'est la difficulté. C'est pour ça que c'est important d'outiller et de plus travailler sur comment faire face à ça que justement bloquer, quoi. Pour rebondir un petit peu dessus, les fake news, c'est quelque chose qui est très récent. Et j'ai aussi vu apparaître récemment sur YouTube des vulgarisateurs qui s'intéressent justement à ça et qui essayent d'expliquer comment savoir si une information est véridique ou pas, et donc de donner
les réflexes à avoir quand on voit quelque chose qui a l'air un petit peu trop gros, d'essayer de rechercher les informations autour pour s'assurer qu'on a affaire à quelque chose de faux, enfin de véridique et pas de faux justement. Donc il y a peut-être un travail à effectuer aussi là-dessus et en plus de combattre ces fake news, en fait essayer d'expliquer à la personne comment les repérer plutôt que d'essayer de combattre quelque chose qui justement s'enflamme très vite, comme on a pu le dire avec les réseaux sociaux, quelque chose qui est très viral très rapidement. Et encore pour continuer cette table ronde, quelles sont selon vous les limites de la médiation, c'est-à-dire un point où vous avez fait tout ce que vous avez pu et finalement la personne n'est pas réceptive, le message n'arrive pas à être passé. Est-ce que vous êtes déjà arrivé face à ce genre de cas ? Et comment faire pour essayer de ne pas arriver dans cette situation-là Moi, je pense que la limite, sans aller prendre cet exemple-là, il y a un moment où le dialogue ne peut pas être avec tout le monde. Et je parle vraiment de dialogue, c'est pas forcément que le message, c'est un dialogue. Mais sans ça, c'est qu'on est quand même très limité. Ce que disait Renaud tout à l'heure, c'est qu'on parle de tous les publics, de tout public. On a quand même une majorité de public qu'on n'arrive pas à atteindre. Et on va dire c'est la majorité, j'allais dire moi ce que j'appelle les vrais gens, donc qui n'est pas forcément nos cercles qui nous entourent. On parlait des lieux dans lesquels on va, c'est souvent, on parlait de médiathèque, on parlait même des fois sur l'espace commun. C'est pas toujours simple d'aller vers un public qui n'a pas envie d'échanger. Donc en soi, pour moi, une des limites, c'est vraiment ça, c'est comment aller vers ce public qui n'est pas intéressé ou qui ne se pose pas forcément énormément de questions, et que ce soit vers les sciences ou vis-à-vis de toute thématique. C'est pour ça que c'est même pas que le côté médiation culturelle, mais c'est aussi de se poser des questions sur notre vie actuelle, de notre société actuelle. Et il y a une bonne partie de la population quand même qui sont préoccupés par d'autres choses, donc qui ne se posent pas toutes ces questions-là, parce qu'il y a des urgences autres, que ce soit économiques, sociales et autres. Et je pense que c'est un des freins, en tout cas une des limites pour moi de la médiation. Une autre limite qui est un petit peu liée, donc on a parlé de lieu, mais on n'a pas parlé de territoire. Et c'est vrai que à Montpellier, on ne se pose pas trop la question. Il y a quand même une offre en culture scientifique qui est diversifiée. On a facilement accès à de la culture. Mais si on va dans l'arrière-pays ou si on monte dans un autre département, et par exemple le département de la Lozère, donc moi je coordonne la fête de la science au niveau de la Lozère, c'est pour ça que je connais un peu plus ce département-là, mais on voit qu'il y a très peu de structures en culture scientifique, il y a très peu de manifestations de culture scientifique, et finalement le public là-bas n'est pas du tout le même que celui qu'on peut retrouver ici à Montpellier. Et ça aussi, c'est une autre limite qu'on a, c'est qu'on peut monter des actions avec le public qu'on a à Montpellier, et ces actions-là peuvent ne pas fonctionner en Lozère, par exemple, ou dans d'autres territoires, bien sûr. Après, moi, je veux encore d'autres limites. C'est aussi une question de visibilité, en fait, de nos actions, et qui est liée au budget, forcément. Donc c'est une limite qui est également à prendre en compte et qui est importante parce que, en fait, par exemple, pendant la Covid-19, on a beaucoup entendu parler de dire on voit du coup la nécessité de faire de la médiation, il faut absolument du coup qu'il y ait plus de projets, mais en fait il y a plein d'acteurs qui le font déjà. Et il y a plein de personnes qui parlaient de ça sans savoir qu'il y avait sur leur territoire plein d'acteurs en fait, qui font déjà en fait, de la médiation scientifique, mais qui sont peu visibles parce que parfois on n'a pas les moyens d'être visible, parce que forcément faire de la communication, etc., ça demande des moyens, et derrière il faut avant tout qu'on fasse vivre nos projets, et donc c'est forcément quelque chose sur lequel on va avoir moins d'action, mais ça c'est aussi très très important. Et l'autre chose aussi importante, c'est le temps, c'est de prendre le temps aussi d'échanger avec les publics. C'est vrai que si on fait que des one shot, ça va être compliqué aussi de sensibiliser et de après qu'il y ait ce passage à l'action, etc. C'est beaucoup plus simple si on a un public du coup sur le long terme avec qui on échange et qui va du coup construire sa réflexion petit à petit. Donc il y a aussi on va trop vite et la médiation, il faut aussi qu'on prenne du temps, mais du coup c'est compliqué aussi pour nous parce que derrière au niveau budgétairement c'est compliqué de le faire, quoi.
Oui, parce que le budget n'a pas explosé après la pandémie. Même si on nous a dit que la médiation scientifique était importante, on n'a pas eu des budgets, voire au contraire. Non, mais après, là, c'est une petite. Il y a des choses quand même qui se sont ouvertes, oui. mais des possibilités, et par exemple, voilà, une reconnaissance un petit peu plus du milieu de la recherche, mais voilà quoi. Il y a quand même ce côté-là qui est très important en fait. Après, quand on voit à la télévision, c'est vrai qu'on voit qu'il y a plein de médias ou en tout cas de côté communication qui coûtent très très cher, et c'est qu'on peut pas se le permettre de pouvoir aller sur ces solutions-là pour aller faire de la masse entre guillemets, même de la masse peut-être intelligente, hein, de pas faire de faire des cerveaux disponibles. Hein, c'est plutôt de se poser des questions, parce que c'est vrai que on joue pas dans le même cours. Une fois de plus, qu'on disait par rapport à ça, c'est parce qu'on n'a pas les budgets, on le fait à notre échelle. Et très souvent en médiation, le coût, la partie qui coûte la plus cher, c'est les parties ressources humaines. Parce que il faut concevoir l'atelier, il faut l'animer. Après, il faut se poser un petit peu pour évaluer nos pratiques, savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pour améliorer cet atelier-là. Donc vraiment, les ressources humaines, c'est un coût assez important dans nos actions. Alors, même si après il y a des choses aussi qui demandent pas, qui demandent du coup forcément de la ressource humaine. Et par exemple, les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un bon exemple. Alors, nous, du coup, tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça nous demande vraiment beaucoup de ressources humaines, beaucoup de temps, de personnes qui, du coup, travaillent sur des contenus. Mais c'est vrai que ça permet de toucher, comme tu dis, avoir une grosse écoute et d'avoir un budget quand même raisonnable, mais ça reste un monde confidentiel en fait, celui de la médiation scientifique, et il n'est pas forcément beaucoup mis en avant en fait, et on ne sait pas forcément qui le fait. On pense à des chercheurs, mais on ne pense pas à tout l'écosystème en fait qu'il y a dans le monde de la médiation scientifique quand on parle de ça, et les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière, et qu'il y a quand même beaucoup de structures qui œuvrent pour ça. Outre on voit les chercheurs stars qui font de la vulgarisation scientifique et du coup qui peuvent un petit peu mettre en avant les sciences de cette manière, qui est très très bien, mais du coup c'est surtout eux qui sont visibles, ou les musées de sciences, etc. Mais pas tout l'écosystème qui est quand même assez important. Qui est un écosystème local, une fois de plus, ça aussi c'est intéressant aussi de voir ça. Ça fait que ce qu'on met en avant, c'est vraiment des gros musées ou des personnes qui nous semblent forcément lointaines pour les musées. Et tandis qu'il faut se dire qu'il y a toujours un écosystème local, même si on va en Lozère, même s'il n'y a pas beaucoup de structures, il y a quand même autour de l'éducation à l'environnement des choses qui existent. Il faut savoir de comment se retourner vers cet écosystème, et de comment appuyer justement avec les structures locales. Et donc c'est pour ça que nous, quand je parlais tout à l'heure d'approche territoriale, c'est pour ça qu'on aime bien se baser sur les médiathèques, on aime bien se baser sur donc pour aller dans les hauts cantons, il y a des dispositifs par exemple du département qui permettent d'aller dans les médiathèques, dans les petites médiathèques des hauts cantons, qui permettent de faire ce financement-là. Ce qui est intéressant, c'est justement d'irriguer au maximum un territoire, et vraiment à une échelle humaine. Et pour compléter un petit peu, à l'Université de Montpellier, on essaye aussi d'accompagner les étudiants dans leur projet, leur démarche dès la première année, puisqu'il y a un dispositif qui existe, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Univers la Cité. Ça permet à des étudiants d'aller dans des classes plutôt de réseau d'éducation prioritaire pour parler d'une thématique qui les intéresse. Ça peut être une thématique en lien avec leur cours, parce que eux, ça leur permet aussi de réviser au passage, mais ça peut être des thématiques tout autres. Moi, je me rappelle d'une étudiante qui a fait toute une séquence sur l'Antarctique, et cette séquence-là a été animée, je crois, quasiment dans toutes les écoles REP de Montpellier. Donc vraiment, si jamais vous avez envie aussi de vous investir dans la culture scientifique, mais vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, il y a des dispositifs à l'université qui existent, qui peuvent vous accompagner là-dedans. Si c'est juste faire un one-shot dans une classe pour parler d'une thématique spécifique, on peut le faire et on peut vous accompagner dedans. Très bien, merci beaucoup. On arrive sur la fin de cette table ronde. Donc maintenant, je vais m'adresser au public. Est-ce que par hasard, vous avez des questions sur... Oui, Paul, vas-y. Oui, malheureusement, on n'a que 4 micros. Bonjour. Moi, j'ai une interrogation. En fait, quand on parle de médiation, enfin la médiation scientifique en général, le but, si je définis bien, c'est de diffuser des faits scientifiques dans la population, des faits vérifiés.
Mais personnellement, quand on parle de médiation, ça m'évoque un peu l'idée d'avoir deux camps. Donc après, un peu d'un côté le camp des scientifiques et de l'autre des non-scientifiques. Et à un moment, vous avez parlé du fait déjà de bien cibler son public quand on fait de la médiation. Et vous avez aussi évoqué l'idée d'obtenir des solutions de la part du public. Et donc ma question c'est, est-ce que c'est vraiment un peu binaire entre les scientifiques et les non-scientifiques dans votre travail de médiation ? Ou est-ce qu'il vous arrive des fois d'intervenir auprès de gens qui sont déjà dans le domaine scientifique, mais peut-être pas dans le domaine duquel vous avez parlé, et donc de diffuser des faits scientifiques parmi une population qui est déjà un peu dans le domaine scientifique ? Est-ce que ça vous arrive ou est-ce que ça se fait des fois ? Juste pour répondre rapidement, je laisserai mes collègues parler. Déjà, il y a deux choses. La première, c'est que un scientifique, certes, il peut être expert dans sa discipline, mais être complètement novice dans une autre. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de cibler son public. À un moment, cette personne-là, même si elle est sensibilisée à les démarches scientifiques, elle n'aura pas forcément des connaissances spécifiques à une thématique. Et l'autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est les objectifs. Donc chaque action de médiation a ses propres objectifs. Donc on n'a pas juste un objectif pour toutes les actions, hein. Chaque action a son objectif et c'est pas forcément celle que vous énoncez là. Donc voilà, ça peut être juste ouvrir, éveiller des curiosités, ça peut être des champs très larges comme ça, ou alors des choses très précises que ils se rendent compte qu'à leur pied il y a une fourmi, de telle espèce par exemple. Et c'est deux objectifs qui sont complètement différents. Moi, je dirais que malheureusement, des fois, on a un peu trop de scientifiques. C'est-à-dire qu'on aimerait bien aller plus vers ce public que je disais qu'on a du mal à aller, à trouver, à intéresser. Et c'est vrai que, surtout dans les grandes villes, moi, je trouve qu'il y a vraiment une différence quand on parlait de public entre milieu rural et grande ville. On va souvent dans les thématiques où on est déjà sensibilisé, où on aime bien. Donc, on n'aime pas trop la découverte, globalement. Et donc, c'est vrai qu'en milieu rural, comme il se passe peu de choses, il y a quelque chose ce soir, donc j'y vais, même si c'est pas ma thématique proprement dite. Donc c'est vis-à-vis de ça, donc c'est pour ça que pour répondre à ta question, je sais pas si on y répond bien, mais c'est que malheureusement des fois on est un peu trop de scientifiques ou ça peut être des fois l'entre-soi. Et justement, c'est la grande question en fait de la médiation scientifique, de comment toucher un public non amateur de sciences, par quels moyens. Et donc du coup, on en a un petit peu parlé durant cette table ronde, mais ça nous anime vraiment en fait en tant qu'acteurs. C'est qu'on se rend compte tous, par exemple nous de notre côté, on fait des expositions, des événements, et que finalement, ce sont beaucoup des personnes qui sont déjà sensibilisées, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'ils doivent se déplacer dans un endroit, dans un musée, dans un lieu, et donc du coup il doit y avoir un engagement en fait particulier. Donc on essaye vraiment pas mal de se renouveler là-dedans, essayer de trouver d'autres manières justement que de faire des expos, des événements, et de toucher du coup ce public notamment non amateur de sciences. Et c'est une grande question en médiation scientifique. Peut-être la thématique de la fête de la science de cette année qui va être la fête de ces sciences et sport, justement peut-être là on sait justement mixer un peu plus les publics, voilà, donc on va à cette recherche. Il y a plusieurs leviers et la thématique peut être la thématique un levier, peut être Bonjour. En fait, vous avez parlé de fake news et on voit dans notre société qu'on a une partie de la population qui croit en des choses fausses, par exemple les vaccins. Et vous avez aussi parlé de médiation. Donc j'imagine que quand vous êtes face à des personnes qui vous renvoient des informations qui sont fausses, il y a une question de respect envers finalement leur vision des choses. Enfin, j'imagine. Après, c'est que là, c'est un peu binaire de dire vrai, faux. C'est toujours de se dire pourquoi des personnes réfléchissent comme ça. Pourquoi qu'est-ce que ça fait chez eux. Et donc, il y a souvent une raison. Et donc, justement quand on travaille sur l'esprit critique, on voit bien que des fois, on utilise ce biais-là. Quand je parlais tout à l'heure de confiance, d'une société, d'autres choses. Et c'est vers ça qu'il faut creuser et de laisser un moment. On n'est pas là pour le vaccin, on n'était pas là. Nous, on n'était pas là pour dire il faut que tout le monde se vaccine. À un moment de dire ça existe. Voilà, on peut vous parler de la sûreté par rapport à tout ce qu'il y a, etc. Mais si le libre arbitre existe là, et on peut comprendre. En tout cas, c'est votre façon de penser qui est celle-ci. Et quand on fait des actions de médiation,
on va quand même chercher beaucoup d'informations. En général, ce qu'on montre, c'est que 30% de ce qu'on sait, un peu comme l'histoire de l'iceberg. Mais on ne sait pas tout quand même, on n'est pas omniscient. Et il y a peut-être des informations qu'on n'a pas vu passer et que le public va nous apporter. Donc on ne sait pas sur le moment si c'est vrai ou si c'est faux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on peut le noter et dire à la personne, je ne sais pas, je ne suis pas au courant, et discuter avec elle dessus. On peut aussi aller rechercher cette information pour voir ce qu'on trouve par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est important aussi que le public se rende compte qu'on est là pour discuter avec eux. On a certes beaucoup de connaissances sur la thématique puisqu'on l'a travaillé, mais on ne sait pas tout. Mais c'est vrai que du coup, ça pose la question du positionnement à nouveau du médiateur, en fait, face à la personne qui a du coup un autre parcours, une autre manière d'avoir construit ses savoirs, etc., qu'il faut respecter aussi. Mais du coup, c'est pas forcément simple pour le médiateur de bien se positionner par rapport à ça, de prendre en compte tout ça. Et c'est aussi des questionnements très importants dans le monde de la médiation. Comment on fait face ? Alors, globalement, moi, de mon côté, j'ai pas eu beaucoup de situations comme ça, en tout cas de personnes vraiment qui étaient complètement obtus, où on pouvait pas avoir de dialogue. Moi, j'ai pas eu ces expériences-là. Elles peuvent avoir lieu, mais c'est quand même assez rare. La plupart des gens sont gentils. Mais c'est vrai que c'est comment réussir à créer un dialogue pour qu'il y ait un vrai dialogue, en fait, et qu'il n'y ait pas juste tu donnes des arguments, je donne mes arguments, et qu'il y ait un écoute d'un côté et de l'autre. Et c'est vrai que ça, c'est très important, face à une personne, en fait, qui a un point de vue particulier, d'être dans l'écoute et qu'il comprenne, en fait, qu'on l'écoute. D'accord, je vous remercie. Alors, bonjour. Là, je vais prendre ma casquette en tant que présidente d'une société savante, la Société savante de bioinformatique. Donc, la première chose, c'est que je vous remercie pour ce débat, parce qu'il y a pas mal de points qu'on a abordés. D'ailleurs, pour information, il y a les sociétés savantes, ce sont même, on va dire, ont même formé un collège des sociétés savantes de France, pour pouvoir aborder, et entre autres, cette perte de confiance avec le grand public, puisque du coup, on est un groupe de scientifiques pluridisciplinaires, et on s'est bien rendu compte que chaque scientifique, comme ça a très bien été dit tout à l'heure, va avoir son expertise, mais pas forcément une expertise générale. Et ce qu'on s'est rendu compte durant cette crise, c'est que certains parlaient non pas en leur nom, mais parlaient au nom de certaines composantes de leur institut, de leur laboratoire, et des informations contradictoires, mais très intéressantes tout de même, avaient été divulguées. Ce qui a créé d'ailleurs une incompréhension du public sur la véracité des informations qui ont été transférées. Donc au Collège des sociétés savantes, et même au niveau de notre société savante, on essaye... donc il y a un gros travail, une grosse discussion pour, on va dire, redorer l'image des scientifiques, et expliquer au grand public également qu'on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'avoir des opinions divergentes, puisqu'on a des expertises différentes, et que la science, c'est un domaine qui évolue. Enfin, la science évolue, et donc, bien évidemment, ce qu'on va dire à un temps T ne sera pas tout à fait le même à un temps delta T. Et du coup, la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous êtes du coup rapproché de certaines sociétés savantes, comme la Société savante de virologie ou de microbiologie, qui a été très sollicitée durant la crise sanitaire, ou même la Société savante d'écologie environnementale? Nous, on travaille directement, soit directement avec les organismes de recherche, ou avec des chercheurs en direct. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour notre association, on n'a pas cette habitude-là. D'accord. Oui, pour ma part, je n'étais pas encore en poste pendant le Covid, je finissais mes études, Joker. Ce qui fait que j'avais pas cette problématique-là. En tout cas, je vous y encourage, parce que je pense que c'est une thématique qui nous intéresse également. Voilà. Après, sinon, oui, à côté de mon poste, je fais partie de la Société française d'écologie et d'évolution, dans laquelle je participe à un groupe de travail sur la communication et la culture, notamment liée à l'enseignement. Donc, tu as dû entendre parler de la COSAF. Oui. D'accord. Bonjour et merci. Ce serait pour savoir comment est-ce qu'on devient médiateur. Est-ce que tout le monde peut l'être ou pas? Il y a diverses voies. Il y a des formations déjà de médiation scientifique. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes du coup en France. Niveau master et niveau licence, il n'y en a pas beaucoup, je crois. Il y en a
une ou deux. Une licence professionnelle avec l'IUT de Tours c'est ça, l'IUT de Tours. développé. Mais du coup, il y a à Strasbourg notamment, à Bordeaux, à Grenoble, à Paris, à Montpellier, à Marseille. Voilà, il y en a quelques-unes. Donc il y a des formations. À la base, ils recrutent des personnes qui ont une formation scientifique, quelle qu'elle soit. Et puis des expériences aussi en médiation scientifique éventuellement. Et après, il y a pas mal de gens qui viennent à la médiation scientifique qui n'ont pas forcément de master et qui se forment sur le terrain. Il peut y avoir aussi cet aspect-là. Bon, après, on est en France, donc on aime bien d'avoir un diplôme pour chaque métier. Mais voilà, ça... Par exemple, nous, de notre côté, on a un médiateur qui, à la base, est cuisinier. Et il a fait un service civique, du coup, dans notre association, pour découvrir la médiation scientifique, parce que c'est des questions, en fait, les sciences qui l'animaient énormément. Il était très avide de connaître plein de choses en sciences et de le transmettre aussi. Et donc, du coup, il a découvert la médiation scientifique dans notre association. Et maintenant, il est embauché en tant que médiateur scientifique. Donc, il peut y avoir... Alors, c'est pas la plupart des profils. Hein. La plupart des médiateurs, c'est des gens qui ont étudié les sciences... ou sont passés par un doctorat, par exemple. Il y a quand même pas mal de gens qui se rendent compte qu'ils préfèrent plutôt faire de la médiation. Donc il y a vraiment plein de possibles. Mais voilà, le truc classique, c'est la formation. Pour compléter un petit peu, il y a une structure notamment qui recrute des médiateurs, c'est les petits débrouillards. Donc souvent, il y a des étudiants qui sont dans cette association-là pour aller animer des ateliers scientifiques qui n'ont pas forcément un bagage scientifique très grand. Mais quand on intègre cette association, en général, on a une semaine de formation où ils nous expliquent un petit peu les valeurs de l'association, qui nous forment sur les outils. Et c'est un petit peu le premier pied à l'étrier. Et si on veut aller plus loin, on peut continuer à se former, s'auto-former à l'intérieur de cette structure et après, ça fonctionne. Il y a des structures qui permettent aussi de donner des informations sur le monde de la médiation scientifique et puis de former sur des aspects. Il y a l'école de la médiation en fait à Paris qui du coup est une association de plusieurs associations et de structures de médiation scientifique pour pouvoir proposer des choses autour de la médiation. Bon, là c'est du coup à Paris, mais c'est vrai que les petits débrouillards, du coup, dans l'ensemble de la France, proposent des formations. Après, il y a éventuellement de découvrir via des services civiques. Après, c'est qu'il y a la voie un peu universitaire, et moi j'aime bien dire aussi, il y a aussi la voie de l'éducation populaire. Donc les petits débrouillards font partie de l'éducation populaire en ayant des formations en interne. Mais c'est vrai que comme on est médiation scientifique avec la question environnementale, il y a aussi des BPGEPS donc, qui existent, éducation à l'environnement. Donc c'est plutôt niveau bac, mais c'est une formation professionnalisante qui ne dépend pas justement du circuit universitaire. Voilà, donc même si c'est le niveau bac, l'approche... donc c'est souvent comment l'approche elle est vraiment professionnalisante, intéressante. Il y a des DGEPS qui est le niveau au-dessus, donc voilà, donc qui est le niveau licence à peu près. Mais voilà, donc il faut savoir qu'il y a aussi d'autres approches qui est autres que l'universitaire, et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'associations comme les écologistes de Leuzière ici qui font des formations. Il y a le Planète Science également qui font des formations, et de là vous pouvez aussi vous former en parallèle et de découvrir la médiation scientifique de cette manière-là. Oui, bonjour. Ma question est plutôt sur comment rassurer en termes de... Par exemple, je reprends un peu l'exemple de la pandémie. Durant la pandémie, il y avait un moment où il fallait... les conseils, c'était de nettoyer tout. Après, c'était porter les masques. Après, on parlait d'une période d'incubation de 5 jours et de 3 jours. Donc, les données changeaient beaucoup en fonction des études, en fonction de l'incertitude. Et donc, ça, je pense que cela a donné un sens d'incertitude aux personnes. Et c'était aussi facile de croire du fake news, d'un post que j'ai vu sur Internet, que des données qui changeaient finalement tout le temps durant la pandémie parce qu'on n'avait pas assez de données, c'était pas suffisant. Donc, pour ce type de questions environnementales, par exemple, est-ce que vous avez de l'expérience dont vous êtes trompé, entre guillemets, parce que sur la base des données précédentes, on avait dit une chose et après, il fallait changer.
Comment est-ce que vous vous adressez au public quand il y a des informations qui changent et que ce que j'avais dit auparavant n'est plus valable ou n'est plus valide? Là, typiquement, c'était un exemple. Et puis, il faut faire la différence entre les recherches, réellement, et les directives ministérielles ou du gouvernement. Parce que c'est vrai que ce qui avait été dit au début, même que le masque ne fonctionnait pas, et c'était pas forcément dû à des études scientifiques. Voilà, donc c'est un peu ces questions-là. Et donc, c'est justement de jouer là-dessus, d'essayer de voir, dans un premier temps, est-ce que c'est vraiment des sources? Est-ce que c'est pour protéger la population et d'avoir un discours qui permet d'éviter peut-être le côté angoisse et autres, ou si c'est autre chose. Et après, justement, c'est ce que je disais, de faire la différence entre recherche et science, c'est de dire, voilà, on est là, on ne connaît pas, on ne sait pas, et c'est dans ce contexte-là, on a ces informations-là à cet instant T, et des choses évoluent au fur et à mesure, et donc c'est ça qui est intéressant, d'échanger avec le public sur la démarche. Nous, c'est pas forcément la connaissance, comme je disais, c'est vraiment aussi cette démarche, et qu'est-ce qu'on fait de ces informations-là. Et c'est vrai que pendant du coup la crise du Covid, il y a des médiateurs qui se sont justement emparés de cette question et ont essayé de faire des choses au jour le jour pour répondre aux questionnements, mais pour répondre aux questionnements sur des choses qui étaient déjà actées. Je veux dire actées. Après, les sciences c'est pas acté justement. Les sciences c'est se poser des questions, mais en tout cas des choses qui ont déjà été vérifiées et où il y a eu beaucoup d'expériences dessus sur le fonctionnement des virus, de certains virus, etc. En tout cas, de mettre en avant ce qu'on sait et ce qui est potentiellement admis par la population, pas la population scientifique, par du coup la communauté scientifique. Et donc finalement, ils n'allaient pas au-delà. Et c'est ça aussi le positionnement finalement du médiateur en temps de crise. C'est pas d'essayer de justifier des choses et d'autres. Et justement, en plus, il y avait des directives politiques dans le lot. Mais en tout cas, de bien positionner de qu'est-ce qu'on sait en fait vraiment aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut vraiment, du coup, presque acter et qu'est-ce qui est vraiment des interrogations aujourd'hui où on n'a pas, justement, suffisamment de connaissances dessus. Très bien, eh bien, merci beaucoup d'avoir assisté à cette table ronde et merci aux intervenants d'avoir participé à cette table ronde. C'était vraiment très enrichissant. Merci à vous. Beaucoup appris. Il me semble que maintenant, c'est une pause café qui vous attend. Donc, n'hésitez pas à aller prendre un café et vous restaurer. Merci beaucoup. Merci. Merci.